Bienvenue à tous dans votre journal de l'Afrique. Voici les titres de ce soir. À la une, ce rapport des Nations Unies qui évoque des crimes contre l'humanité et du génocide en évoquant les massacres des populations Emma en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le sentiment anti-français gagne-t-il du terrain au Mali? Depuis plusieurs semaines, des centaines de personnes se rassemblent pour exiger le départ de la force Barkhane. Reportage à Bamako dans ce journal. Notre invité ce vendredi est réalisateur d'une série documentaire exceptionnelle sur les décolonisations. Marc Ball présente une véritable contre-histoire des décolonisations qui inverse le regard pour raconter le point de vue des colonisés dans le combat contre la domination. C'est un rapport des Nations Unies qui n'est pas passé inaperçu. Les massacres en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo pourraient être considérés comme des crimes contre l'humanité, voire un génocide. En effet, depuis 2017, 701 personnes ont été tuées et d'après le rapport, en raison précisément de leur appartenance à la communauté Emma. Laurent Bersécher. Des violences systématiques et ciblées contre la communauté Emma au nord-est de la RDC, qui pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. La barbarie qui caractérise ces attaques, y compris la décapitation des femmes et d'enfants avec des machettes, le démembrement et l'utilisation des parties du corps des victimes comme trophées de guerre, reflète la volonté des assaillants d'infliger un traumatisme durable aux communautés Emma. Ces violences pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Selon le rapport publié vendredi par l'ONU, les attaques visant la communauté Emma depuis fin 2017 seraient largement attribuables aux Lendu, un groupe ethnique rival. D'une brutalité grandissante, elles auraient pour but de faire fuir les Emma et de s'approprier leurs terres. Les Nations Unies notent également un degré d'organisation grandissant chez les combattants Lendu, qui commencent en 2018 à mener des attaques simultanées contre plusieurs villages. Selon ce même rapport, le déploiement de l'armée et de la police dans la région n'ont pas réussi à mettre un terme aux violences, malgré l'annonce du président Félix Tshisekedi d'une opération militaire d'envergure en juillet dernier. Ce n'est pas la première fois que l'Ituri est le théâtre de violences interethniques. Entre 1999 et 2003, des affrontements entre les communautés Emma et Lendu dans la région avaient fait plus de 8000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Pour les autos, le parti du Premier ministre a appelé à la démission de ce dernier. Thomas Tabané serait impliqué dans le meurtre de sa femme. Celle-ci a été tuée par balle il y a 2 ans. Le couple était engagé dans une procédure de divorce depuis de nombreuses années. Michel Djotodia, l'ex-chef rebelle et éphémère président putschiste de la Centrafrique, est rentré ce vendredi à Bangui, où il rencontre l'actuel président après 6 ans d'exil et au moins 1 an avant la présidentielle prévue cette année. On l'écoute. Il y a des avancées positives par rapport à l'accord de paix de Khartoum. Donc il est de mon devoir, n'est-ce pas, de venir soutenir le peuple centrafricain et son gouvernement. Il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma soeur Sama Panza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, je suis venu pour le peuple centrafricain. Je crois que je suis clair. C'est pour le peuple centrafricain que je suis venu. 1 millier de personnes se sont rassemblées à Bamako pour demander le départ des troupes françaises. Depuis plusieurs mois, des manifestations similaires se multiplient pour exprimer un sentiment anti-français. Ceci alors que se tiendra ce lundi à Pau, dans le sud-ouest de la France, la réunion du G5 Sahel à la demande du président Macron qui souhaite que les chefs d'État africains expriment clairement leur souhait ou leur soutien à la force Barkhane. Reportage de notre correspondant au Mali, Erwan Schwex, et Michel Mondou. Un drapeau tricolore brûlé. Une scène qui se répète ces dernières semaines dans les rues de Bamako, comme lors de ce nouveau rassemblement dirigé contre la France. La France a d'un seul but, de déstabiliser notre pays, de déstabiliser notre armée. Des accusations sans preuve, mais largement relayées par ces centaines de Bamakois.
Même s'ils sont loin du million de manifestants espérés, les organisateurs du rassemblement donnent de la voix. Objectif, faire pression sur leur président Ibeka avant le sommet des pays du G5 Sahel convoqué à Pau par le président français. Ibeka, c'est le président de la République, il est à notre service. Soit il a le choix de se mettre à notre service, soit il a le choix de se mettre au service de la France. Un sentiment anti-français qui grandit parmi ces jeunes militants d'un collectif dit souverainiste, portant des t-shirts au slogan choc contre ce qu'ils appellent la présence néocoloniale française au Mali. Parmi eux, Adama qui milite pour le départ de la force Barkhane de ses bases militaires. Cette présence française sert à quoi? Elle sert à rien, donc il est important que ces bases militaires françaises-là que nous voyons comme des forces d'occupation plient leurs bagages et rentrent chez eux. Un rejet français alimenté par la dégradation de la situation sécuritaire des derniers mois et la mort de plus de 150 soldats maliens et de centaines de civils. De quoi nourrir le ressentiment contre les forces françaises et étrangères. Le sentiment anti-français et anti-forces étrangères. Une contestation que scrutent avec attention les experts de la sécurité au Sahel, comme Ibrahim Maïga. Pour ce chercheur, cette colère est dirigée contre la France, mais aussi contre le pouvoir malien. Il y a un sentiment de rejet prononcé aujourd'hui, notamment à Bamako, vis-à-vis de la France et de la MINUSMA. Mais il y a aussi une défiance vis-à-vis des autorités nationales. La force militaire ou la réponse militaire n'est pas la seule qui est attendue par ces populations-là. Une réponse militaire qui peine toujours à contrer les attaques djihadistes, nourrissant jour après jour la frustration de la rue face aux forces étrangères. C'est une série documentaire exceptionnelle que nous vous présentons ce soir. Alors que le monde célèbre les 60 ans des indépendances, notamment africaines, les réalisateurs Karim Misqué, Marc Ball et Pierre Singaravelou présentent la série Décolonisation, qui présente une contre-histoire des décolonisations en inversant le point de vue du narrateur. Dans cette série, en effet, de 3 épisodes, ce sont les colonisés qui parlent. Marc Ball, bonsoir. Bonsoir. D'abord, parlons de la forme. Cette série a ceci d'exceptionnel, je le disais, que pour la première fois, ce sont les colonisés qui parlent. La voix très riche et envoûtante de Reda Kateb utilise le « nous » qui peut parfois dérouter. C'était une volonté de votre part, donc. Oui, parce que c'était une volonté d'en faire une histoire universelle aussi, de ne pas voir cette histoire comme une histoire simplement asiatique ou africaine, mais c'est aussi une histoire européenne, parce que l'Europe a été forcément impliquée là-dedans. Mais c'était de partir du point de vue des colonisés et après d'ouvrir à quelque chose d'universel, parce que c'est l'histoire d'une libération contre une domination particulière, qui est celle de la domination coloniale, et d'un colonialisme particulier, c'est-à-dire c'est l'impérialisme collectif européen, c'est-à-dire le deuxième impérialisme européen. Et donc l'idée, c'était de montrer que on peut se réapproprier, s'approprier cette histoire, et en adoptant le point de vue des Indochinois, des Kenyans, des Algériens, parce que c'est une histoire qui a accouché de la mondialisation. Et vous n'aviez pas peur qu'on vous conteste ce droit d'utiliser ce « nous » Peur, non. On avait envie de changer aussi la manière de raconter l'histoire d'une façon un peu plus classique dans le documentaire historique, c'est-à-dire une voix... Là, c'est pas classique, c'est sûr. Voilà, c'est pas du tout classique, et donc on voulait pas être surplombant avec une parole experte. D'ailleurs, on ne fait pas d'interview d'experts. On a un historien avec nous qui nous donne les cadres historiques. Et donc, on voulait vraiment quelque chose, rendre hommage à ces histoires, à ces luttes. Et la meilleure manière, c'était de rentrer dans leur peau. Vous y arrivez brillamment dans ce documentaire. Et sur le fond, à présent, le choix des héros, qui n'est pas justement sans conséquence, on va dire. Vous avez choisi de parler de quasi-inconnus et de beaucoup de femmes, de gens dont on ne parle pas souvent. Comment s'est opéré ces choix-là, comment se sont-ils opérés? Alors, c'est encore une fois dans une volonté de briser un peu le récit habituel qui est fait de cette histoire. Donc, c'est une histoire qui est racontée du point de vue européen, en général, et de la manière dont l'histoire est racontée, c'est aussi celle des grands hommes. Donc, on a voulu faire une histoire plus par le bas, donc un peu dans la lignée des subaltern studies, donc c'est-à-dire plus une histoire du peuple, de toutes les classes sociales, mais pas seulement. C'est aussi
une histoire de héros qui sont méconnus en Europe, qui sont qui peuvent être de grandes figures dans leur pays respectifs, mais qui ne sont pas connus aussi bien en Europe que dans les autres pays. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de les mettre pour une fois tous ensemble et de constituer une sorte de panthéon de ce qu'a été cette lutte anticoloniale. Alors parlez-nous rapidement, par exemple, de Lamine Senghor, qui n'a aucun lien de famille avec son illustre compatriote Léopold Sédar Senghor. Parce qu'au début, on s'est dit, mais c'est une erreur. Et en fait, non, vous avez décidé de choisir Lamine Senghor. Parlez-nous de lui en deux mots. Qui était-il ? Et Lamine Senghor, donc, qui mériterait d'être aussi connu que l'autre Senghor, qui a vraiment un parcours extraordinaire. Il a une place un peu particulière dans le documentaire, parce qu'on revient 3 fois avec lui. Donc c'est un simple employé de la maison Morel et Prom, qui est donc le principal exportateur d'arachide à Dakar au début du siècle, du XXe siècle, et il va partir au front durant la Première Guerre mondiale, donc ce sera un tirailleur sénégalais, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. C'est l'un des rares à participer à la bataille de Verdun. Il sera gazé, donc ses poumons seront affectés par le gaz moutarde. Il survit, et en fait, pour lui, c'est le moment où il prend conscience de ce que c'est que l'impérialisme européen, tout simplement en rencontrant d'autres colonisés. Oui. Et à partir de là, normalement, on l'invitait à avoir une médaille de guerre et à retourner à Dakar. Sauf qu'il parvient à rester en France, il va partir à Paris et devenir l'un des plus grands militants anticolonialistes de l'époque. Il participera au Paria, qui est un journal fondé par Ho Chi Minh. Donc ça montre aussi tout cet internationalisme et qui finit à Bruxelles avec une grande conférence anti-impérialiste. Absolument. C'est ainsi que se termine. Malheureusement, on doit s'arrêter là, mais vous découvrirez beaucoup plus en regardant donc sur Arte ce documentaire exceptionnel en 3 épisodes sur les décolonisations, l'histoire de Lamine Senghor et bien d'autres, et d'Ho Chi Minh. Il couvre absolument tout. C'était Marc Bal, co-réalisateur de cette série documentaire. Merci d'être venu. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur France 24.